Yes! Hey, bon, voilà, c'est le bouquin dont on va parler rapidement. Money Can't Wealth. En français, Wealth Can't Wait. Donc en français, l'argent, vous savez, wealth, l'argent, le patrimoine, la richesse n'attend pas. Il faut le créer maintenant. Il faut le créer maintenant et pas dans 20 ans. Donc voilà, livre de David Osborne et Paul Morris. Donc voilà, on attaque ça. 2-3 insights de ce bouquin dans 5 minutes. Le temps que les gens se connectent, j'avais donné rendez-vous pour 5 minutes. Donc en attendant, je vais faire un petit ping-pong avec Franck. Est-ce que je lui mets une leçon? Regardez, ça c'est vraiment pratique si vous ne connaissez pas. C'est Franck qui nous a ramené ça. À la base, c'est une table de billard. Table de billard. Et la fameuse table de billard. Et au-dessus, du coup, bah voilà, on peut fixer n'importe où. On peut fixer, finalement, c'était un petite table de ping-pong. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, en attendant. Ouais, Smaïn, pourquoi en France on ne trouve pas ce genre de livre? Malheureusement, la France, c'est un tout petit marché rikiki et ça, voilà, ça n'intéresse pas les éditeurs de traduire le livre pour à peu près 10 000 francophones intéressés par l'argent. En France, l'argent est très complexe, donc en gros, les mecs, ils ont 10 000 lecteurs potentiels du livre, donc ça ne les intéresse pas et donc du coup, ils ne vont jamais traduire. Salut Christine. Ouais, non, ils vont pas. Il n'y a pas assez de lecteurs, pas assez de gars et de filles intéressés dans le business. Donc voilà, maintenant que les gens se connectent, on fait un commande de 3 balles. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est Franck qui va gagner ou moi. Où il tient normalement? Ça va, c'est mieux. Dites-moi en commentaire. Maïn est là, dans la place. Allez, 2 minutes, le temps que les gens arrivent. Est-ce que Franck gagne? Est-ce que je gagne? On peut quoi en 5 points, 6 points? 6 points, allez. 6 points. Direct. Direct là? Ouais. 0 1. 1 partout. 1, 2. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est Franck qui gagne ou est-ce que c'est moi? 3, 1. C'est le chapeau ou pas, Franck? Le chapeau, le chapeau. Mmh. 4, 1. 5, 1. 1, 5. Balle de match. 2, 5. 2, 5. 5, 3. Boum! Ça c'est fait. Merci Francky. Yes. Très rapidement. C'est quoi? On va se poser là-bas. Je cherche un coin, tranquille. Il y a ce bouquin-là aussi, je vais vous en parler très prochainement. Repeated. Ah ouais, man, hell. Si vous avez regardé tout à l'heure aussi le live, on a fait une grosse session de sport là. Grosse session. Parcours dehors. Celui-ci, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il est disponible sur des 10% Enrichir. Celui-ci aussi. Voilà. Vas-y, prends un café si tu veux. Ouais, pour. Bah ouais, si tu veux récupérer ta défaite, prends-toi un café tranquillement, relax, on est cool. Un autre bouquin dont je vais parler prochainement, c'est celui-là de MJ DeMarco, Unscripted. Bouquin top. Yes, Marco, en direct du Québec. Salut! Ça tombe bien parce que j'ai 2 copains, un couple de copains qui est justement de Montréal, qui est là à la maison. Et, ils sont du plateau de Montréal, justement, ils m'ont ramené une bouteille de gin de la distillerie de Saint-Laurent. Super cool, c'est vraiment top. Et du coup, on se disait peut-être que pour s'expatrier après Maurice, pourquoi pas aller au Québec. Ça peut être cool. J'ai pu comprendre qu'il y avait un système de trust là-bas.
Au niveau de l'imposition et tout, ça peut être sympa pour les revenus qui proviennent de l'étranger. Donc pourquoi pas. J'ai été une fois là-bas, j'ai kiffé. Donc voilà, voici le livre en question. Donc voilà, toujours quelques insights. Donc encore une fois, comment moi j'aime. Il y a Chris aussi du Québec. Comment j'aime lire les livres. Donc déjà tu vas lire le sommaire. Bon là encore une fois, vous allez voir à l'envers, mais on s'en fout. L'idée c'est voilà, je lis le sommaire. Partie 1, donc par exemple, faire les choix qui permettent de construire la richesse. Partie 2, embrace the mindset that builds wealth. Donc, embrasser le mindset, accepter le mindset, adopter le mindset, si vous voulez, qui permet de construire de la richesse. Mindset, j'en parlais juste avant. Salut Boubacar du Maroc. Yes papa. Partie 3, créer des habitudes qui construisent de la richesse. C'est des habitudes. Nous, on est des animaux d'habitude. On a des habitudes. On se lève le matin, on a des habitudes. On fait les mêmes choses tous les jours, encore et encore et encore. Là, Franck me disait aujourd'hui, tu as eu une bonne journée quand même. Hein, parce qu'il était avec moi aujourd'hui. Et ben, il a vu, voilà, aujourd'hui. Donc, moi, j'étais actif. J'ai fait des choses. J'ai soulevé de la fonte. Et t'as fait une bonne journée. Hein. Bah ouais, on fait du sport. On est là, on soulève de la fonte. On lance de nouveaux projets. On développe, on investit, on kiffe au passage, mais ouais, il faut développer, il faut y aller. Habitude, c'est mon habitude, tous les jours, on soulève de la fonte. Partie 4, développer un business qui crée de la richesse. Partie 5, générer de l'inertie qui crée la richesse. Voilà, donc c'est cool de lire le sommaire. Après, ce qu'on va faire, on va lire l'introduction qui s'appelle, pour changer, Building Wealth, donc créer de la richesse. Vous lisez l'introduction, boum. Ensuite, on va lire la conclusion directe. Conclusion. Voilà, là on voit qu'on fait carrément un live audit. Chose sérieuse directement, conclusion. Ok. Ah, j'ai vu mastermind. On parle de mastermind en conclusion. Après, ce qu'on va faire, on va retourner dans le sommaire. On va regarder la table de content. On regarde le sommaire et on prend un chapitre qui nous intéresse. Et on lit le chapitre. Là, en l'occurrence, par exemple, il y a un truc qui m'intéresse. Ça serait partie 1, chapitre 3, éviter les 7 erreurs de la richesse. Il y a aussi une autre section qui m'intéresse quand je dis là, c'est partie 1, chapitre 8, asset-based living versus cash flow-based living. Donc, vivre sur des actifs plutôt que vivre sur des revenus. Voilà, 2 parties qui m'intéressent. Donc, on va aller dans ces 2 parties. Après, il y a plein d'autres parties qui sont super intéressantes, plein. Les 7 habitudes qui construisent de la richesse. Après, il parle de 7 piliers, du momentum, de l'inertie, de la manière de penser. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Mais nous, ce qu'on va faire là, c'est juste prendre 2 parties. On les regarde, on referme le livre, on le repose dans la bibliothèque. Et demain, ou dans 2 jours, ou dans 1 semaine, ou dans 1 mois, on le reprend. Boum, on regarde le sommaire qu'on connaît, notre cerveau l'a déjà lu. Et on va reprendre un chapitre ou une partie qui nous intéresse. Pas la peine de lire de la page 1 à la page 241. Ça, c'est la manière qu'on a à l'école de lire. Comme ça, bêtement, un truc. En tout cas, moi, hein, et au bout d'une demi-heure, je me disais, oh putain, ça fait une demi-heure que je lis, qu'est-ce que j'ai lu déjà? Parce que j'ai ma maman qui me surveillait à côté, et je devais lire. Il fallait que j'apprenne, je devais lire. On avait dit à l'école qu'il fallait lire page 1 à 100. Et moi, à chaque fois, j'étais là, oh merde, qu'est-ce que j'ai lu déjà? Ça fait une demi-heure que je suis posé là, mon esprit divaguait, je sais pas ce que j'ai lu. Et ça, c'était vraiment un problème que j'avais. Maintenant, quand je lis comme ça, je vais me concentrer pendant peut-être 15 minutes. 15 minutes. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Je me concentre pendant 15 minutes. Et voilà, au moins, je suis dedans. Je suis avec le bouquin, boum, je suis là, je fais waouh. Et voilà, après, je le repose. Je lis jamais pendant 3 heures d'affilée, ça sert à rien. Moi, en tout cas, je suis pas capable. Et malheureusement, c'est ce qu'on veut nous faire faire à l'école. Donc, évitez les 7 pièges de la richesse. Par exemple. On va voir ça ensemble.
éviter les 7 pièges de la richesse. Donc, piège numéro 1, le job stable, sécurisé et compagnie. Ça, en gros, plus on gagne d'argent, plus on a une bonne situation, plus c'est dur, on va dire, de créer de la richesse ou de, comme j'aime dire, quitter la rat race. Pourquoi? Par exemple, imaginez, ça peut aussi être un job qu'on aime, un job qu'on apprécie. Donc par exemple, on peut avoir un prof de ski qui adore le ski. Le gars est passionné, il ou elle est passionné par le ski. On peut avoir un serveur dans un bar, mais qui lui ou elle adore aussi le côté un peu social de son job. Vous savez, on est là, on discute avec les clients, les gens sont festifs quand on va dans un bar où les gens ils sont plus ou moins quand même, voilà, ils ne tirent pas trop la tronche normalement, c'est plutôt voilà, ils sont là, ils apprécient aussi ce côté social de leur taf, ou alors, je sais pas, un steward ou une hôtesse de l'air qui va donner, enfin voir de la valeur dans le fait qu'ils voyagent. Ils voyagent avec leur travail. Mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, en fait, voilà, ils vont se rester bloqués là-dessus. Mais est-ce que c'est assez, en fait, pour créer de la richesse ou développer leur avenir financier? Non, c'est dommage. Mais est-ce qu'ils devraient quitter leur taf pour autant? Quitter leur taf et faire autre chose pour créer de la richesse? Non, pas non plus. Ils peuvent conserver leur job, mais à côté, commencer à développer d'autres choses avec des buts bien précis qui auront un gros impact. Par exemple, le skieur, le prof de ski, eh bien, il pourrait créer une école de ski. Voilà, même si je sais qu'en France, il y a l'ESF qui a la main mise sur les trucs, mais il y a d'autres écoles de ski. Ou pourquoi pas ne faire quelque chose à son compte. Il pourrait créer une école de ski et avoir un plus gros impact. Le barman ou la barman pourrait récupérer ses pourboires, par exemple, c'est ce qui est écrit dans le livre, et investir dans l'immobilier avec. Donc là, c'est vraiment convertir de l'argent, des revenus, un travail dur avec ses mains, en actifs. Donc voilà, en gros, ils vont utiliser un petit peu leur skill personnel, leur talent personnel pour créer un réseau et des revenus. Dans le bouquin, là, c'est indiqué que créer de la richesse, c'est comme un sport de contact. C'est comme le hockey, c'est comme le rugby, c'est pas du football. C'est un vrai sport de contact, comme la NBA. Il y a du contact. Quand tu as un pivot qui fait 2m10 là, qui s'assoit sur toi dans la raquette, il y a du contact. Et là, ce qu'ils disent, en gros, voilà, on a des opportunités tous les jours. Tous les jours, on a des opportunités. On a de la chance sur tel truc. On les saisit ou pas? On a tous, quand on a tous la même quantité de chance qui va se produire dans la vie. Il y en a qui vont bien être, entre guillemets, tant mieux pour eux. Ils sont là, ils sont nés dans une famille aisée. Cool, tant mieux pour eux. Tant mieux. Pourquoi être jaloux ou autre? Mais après, dans la vie, la durée de la vie, on a tous la même quantité de chance, ce qui se produit avec. Parce qu'on a tous en fait des opportunités qui vont se présenter. Simplement, on va les saisir ou pas. Après, donc voilà, c'est indiqué, c'est how we show up. Comment on se manifeste devant ces opportunités. Est-ce qu'on a la volonté de les voir déjà et de déterminer si on peut avoir un succès ou pas avec ça. Salut Thomas, salut Eric. Eric qui va bientôt venir ici même. Donc, voilà. Créer de la richesse, c'est comme un sport de contact. Il faut y aller. Ça demande du mouvement, de l'action, de l'impact. Boum, on est là. Boum, impact. Boum, on y va. On ne reste pas comme ça, figé, à regarder, à manger des chips devant la télé. Non, c'est un sport de contact. Boum, on y va. Il y a des opportunités tous les jours. On y va. Boum, on fait ça. Boum. Je peux vous garantir que tous les personnes que je connais qui ont atteint leur indépendance financière, qui sont indépendants financièrement, il y a de l'impact, il y a du mouvement. Ça y va. Ils font des choses. Boum, boum. On teste tout le temps. On tente des nouvelles choses. On rencontre les gens, boum, on y va, c'est de l'impact. Bim. Deuxième piège qui nous empêche d'accélérer notre richesse, notre développement personnel et notre patrimoine. Salut Aurore, j'espère que tu vas bien. On évite le risque. Risk avoidance. Donc c'est indiqué qu'on a tous peur de se planter. C'est normal. Et on veut tous avoir bon tout de suite. Voilà, viser juste. Et c'est une nature humaine, c'est la nature humaine. Parce qu'à l'époque, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, quand ils se plantaient, ils mouraient.
il se faisait bouffer par un grizzly, ou il se cassait la cheville, il ne pouvait pas aller aux urgences se mettre un plâtre, il mourait. Donc voilà pourquoi on veut éviter le risque, parce qu'avant c'était un signe de mort. Sauf que maintenant on est en 2018 et on peut prendre des risques, se planter et vous n'allez pas mourir, je vous garantis. Touchons de la peau de singe, touchons du bois en dessous de la table, pas sur le vernis. Donc voilà, aujourd'hui on est en 2018. Il n'y a plus ce risque de mort quand on lance un business. Et effectivement, il y en a qui disent c'est quoi le risque vraiment? Est-ce que tu vas mourir de faim? Est-ce que ta vie est en jeu? Voilà, après bien sûr que créer de la richesse, ça va avec prendre une part de risque. Il faut prendre une part de risque. Moi par exemple actuellement, je suis en train de lancer le séminaire Quitter la Rat Race Live. 3000 personnes. Ça va coûter un peu plus que 1,3 million d'euros. 1 300 000 euros d'investissement. C'est un risque que je prends. Pourquoi je fais ça? J'ai déjà fait des séminaires de 1500 personnes, ça s'est très bien passé. Les gens ont kiffé. Pourquoi je vais faire le double? Pourquoi je ne refais pas juste un séminaire de seulement 1500? Pourquoi je vais faire 3000? C'est un risque, parce que je vous dis, j'investis dans mes startups, je veux développer, créer encore plus de valeur pour les gens, mais c'est un risque. Donc après, il y a toujours les haters qui vont dire « Ouais, mais c'est facile, tu vends 3000 places à 1000 euros et donc voilà, tu gagnes 3 millions d'euros, c'est facile. » Wesh, mais regarde les maths, regarde combien ça coûte, appelle les docs de Paris, demande-leur un devis pour louer les salles pendant 3 jours avec la restauration pour 3000. Demande-leur un devis juste. Plus après, tu appelles Magnum pour voir le devis pour faire un écran LED de 24 mètres, plus mettre 3000 chaises. Demande-leur un devis. Tu vas voir le prix que ça coûte. Donc après, effectivement, pour remplir la salle, il faut faire du marketing, ça demande des ressources. Il faut une équipe. Il faut apprendre des choses, il faut construire une base d'email, il faut mettre du budget Facebook. Donc il y a une part de risque. C'est risqué. Donc bien sûr que je prends encore des risques, mais vous devez le faire. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Si on ne prend pas de risque, on ne progresse pas. Le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. C'est marqué là. Il y a un mec sûrement intelligent qui a écrit ça. The biggest risk in life is not taking one. Je sais, c'est à l'envers, c'est pas grave. Donc voilà, est-ce que c'est l'ego qui vous empêche de prendre des risques? Est-ce que vous pensez que vous allez être ridicule de vous planter? Voilà, construire de la richesse implique de prendre des risques, à part si on hérite. À part si on hérite, vous avez de la chance, vous êtes dans une famille riche, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Ou alors vous gagnez au loto, ou alors vous gagnez au PMU, ou alors vous êtes talentueux, vous êtes un joueur de foot qui a du talent ou de basket, tant mieux pour vous. Vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, tant mieux. Si tu es le meilleur joueur de foot au monde, ou si tu es très bon, bah, c'est normal que tu gagnes 1 million d'euros par mois. Tu vas remplir des stades de 80 000 personnes tous les week-ends, tu vas vendre des t-shirts, tu es le meilleur au monde, tant mieux pour toi. Maintenant, le problème, c'est que bah, déjà, il faut être Neymar. C'est pas facile pour tout le monde d'être très fort au foot ou au basket. Moi, en tout cas, voilà, je jouais un peu au basket, mais je n'aurais jamais pu être professionnel. Là, je faisais que 1m80 et je n'avais pas de talent particulier. J'aime le basket, mais je n'avais pas de talent pour être pro. Et puis en plus, ta carrière, c'est pendant, je sais pas, entre 25 et 30 ans peut-être. À part pour le tennis ou le golf, tu peux aller un peu plus loin. Pilote de Formule 1, mais voilà, pareil. Moi, j'aime les voitures, mais je ne suis pas Hamilton, hein, loin de là. Et je n'aurai jamais les capacités pour être un pilote de Formule 1. Donc, j'aimerais qu'on ait une Formule 1, attention. Et je le ferai un jour pour kiffer et avoir des sensations. Mais si voilà, je suis sur la piste contre Hamilton, je vais faire un tour, il va en faire 4. Donc, parce que voilà, lui, il a un talent, c'est un inné. Donc, tant mieux. Le gars, il touche une fortune. Tant mieux. Et on lui donne des voitures qui permettent de tester des technologies qui seront après dans vos voitures. Donc voilà, pas la peine d'être jaloux et d'envier les autres. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Il a un talent. Maintenant, nous, ce qu'on peut, c'est prendre des risques en tant qu'entrepreneur et investisseur. Salut Cédric. Pour développer et créer de la richesse, même si on n'a pas le talent inné. Donc voilà, il faut prendre des risques. Encore une fois, il n'y a pas de notion de vie qui est en jeu. Vos enfants ou votre conjointe, leur vie ne sera pas mise en jeu. C'est pas grave. Le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Encore une fois, c'est écrit ici. Risque numéro 4, voir l'argent comme une chose sale, négative. C'est indiqué, est-ce que
vous voyez quelque chose, est-ce que vous voyez l'argent comme quelque chose de sale? Est-ce que vous sentez que vous devez vous excuser parce que vous voulez gagner de l'argent? Mais maintenant, quel impact positif est-ce que vous pourriez avoir sur votre famille, vos amis, ou même sur la planète si vous aviez beaucoup d'argent? Vous devez vraiment, voilà, célébrer vraiment la poursuite, l'acquisition de richesse, patrimoine, le développer et voir ça vraiment comme un chemin vers la liberté. Et voilà, arrêtez de penser que l'argent c'est un truc sale. Franck qui est juste là, donc lui c'est un artiste. Il fait de la photo, voilà, de la musique, artiste. Donc tous ses copains sur Facebook, c'est beaucoup d'artistes. Et les mecs, eux, pour eux, l'argent, j'entends, ils rigolent. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est sale, c'est des sectes, mais quelle valeur eux-mêmes vont apporter sur Terre, en fait? Est-ce que, quand ils vont mourir, ils vont laisser une planète, ce sera un meilleur endroit? Donc, sans argent, on ne peut rien faire. L'argent, tu peux soit créer des hôpitaux, soit aider les sans-abri, soit faire des bombes nucléaires. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire avec ton argent, mais tu as besoin d'argent pour faire des choses. Gandhi a besoin d'argent pour faire des choses, Mère Teresa a besoin d'argent pour faire des choses, Mandela a besoin d'argent pour faire des choses, même Sarkozy a besoin d'argent pour faire des choses. C'est juste un outil, on en a besoin. Et on peut faire des très belles choses avec de l'argent, plus d'argent. On peut faire des très mauvaises choses avec plus d'argent. On est déjà bon ou con avant d'avoir de l'argent, encore une fois. Mohamed Ali disait si je suis au restaurant avec quelqu'un et que je vois que la personne parle mal au serveur, alors je n'aurai pas confiance en cette personne. Parce que si j'étais à la place du serveur, alors il me parlerait mal aussi, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que le serveur c'est un boulet ou une baltringue. Attention, je dis ça pour les rageux qui vont dire que Mohamed Ali était arrogant. Non, pas du tout, au contraire. Lui dit que tu sois Mohamed Ali, donc le boxeur champion du monde des poids lourds, ou alors le serveur, il faut traiter la personne pareil. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne et que voilà, ton mindset il est flingué. Et voilà. Après, le délire, c'est pas de forcément voir l'argent comme quelque chose de sale. Non. On est déjà bon ou con avant d'avoir de l'argent. Voilà. Mohamed Ali avait de l'argent, même Mike Tyson. Et honnêtement, Mike Tyson, voilà, des fois, il a fait des trucs il a fait des trucs qui n'étaient pas bien ou autres, mais il traitait bien d'autres personnes. Après, on peut tous déraper. Quand tu as toute la planète qui te regarde, voilà, c'est facile de juger quand on ne fait rien, encore une fois. Donc, on ne connaît pas les histoires de ce qui se passe vraiment ou autre. Mais on est déjà bon ou con avant d'avoir de l'argent. Donc, on oublie le délire de l'argent c'est mal, ça pue, c'est sale. Même en France, hein, en fait, on a des soins à l'hôpital gratuits. Ça, c'est cool. Voilà, c'est cool, vraiment. On a de la chance. En France, on oublie que c'est cool. Pour nous, voilà, c'est normal, c'est un dû. Tu vas voir le médecin, limite tu râles parce qu'il ne te prend pas ou parce que tu attends, sauf que c'est gratuit. Sauf que ça, c'est quand même payé avec les impôts, donc c'est payé avec de l'argent. Voilà, donc voilà, l'argent, on en a besoin. C'est un outil. Sans argent, c'est un outil. C'est juste, on l'échange depuis très longtemps. Avant, c'était du troc. On a créé de l'argent. C'est pas bien ou pas bien. C'est pas bien ou mal. Je veux dire, c'est juste un outil, ça, encore une fois. Mais ça peut nous bloquer. Et peut-être pas vous regardez ce live-là. Mais encore une fois, pour reparler des rageux, pour eux, ils voient l'argent, c'est mal. L'argent, c'est mal. Ça, c'est un blocage psychologique. Et du coup, ça va nous empêcher de développer notre patrimoine. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, ce live, je ne suis pas sûr que vous soyez dans ce cas-là. Piège vers la richesse numéro 4. Not staying de course. Donc, en gros, ne pas rester, ne pas être congruent, abandonner trop vite, lâcher l'affaire. Donc, la poursuite de la richesse, entre guillemets, encore une fois, je sais que ça va être péjoratif, boubou l'argent, mais bon. C'est comme n'importe quel chemin dans la vie, il y a ses ups and downs. Donc un peu comme les montagnes russes, ça monte, ça descend. Un peu comme parfois, on va dire, le mood, la manière dont on se sent. Donc parfois vous allez gagner, parfois vous allez perdre. Là par exemple, il y a 2 deals immobiliers voilà, que je ne vais pas réaliser au final. Donc c'est des échecs. Donc c'est embêtant plus ou moins, mais c'est pas grave. Il y a des ups, des downs. C'est normal.
quand vous faites face à un échec, vous avez un choix. You can jump ship by focusing on the sting of the loss or stay the course and reap the value of the lesson. Oui, j'ai un anglais pourri. Donc, enfin, une prononciation. Donc, soit vous pouvez sauter du navire et regarder la défaite en étant oh mon Dieu, voilà, c'est nul, blablabla, c'est dommage, machin. Ou soit vous restez sur le bateau et vous faites en sorte d'apprendre la leçon. Qu'est-ce que là je peux apprendre? C'est une leçon, voilà, si vous avez perdu 1000 euros, quelque chose, dites-vous que c'est une leçon à 1000 euros. Vous avez appris un truc, le but maintenant c'est de ne pas refaire cette erreur. Juste on veut apprendre. Le piège numéro 5. Le piège de la victime et de la négativité. Différent du piège 3 qui disait que donc, voilà, on voyait l'argent, la richesse, le patrimoine de manière négative. Là, non. Là, on joue la victime et on est négatif. Ça aussi, c'est un piège. Je pense qu'on aime bien jouer la victime parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le secondary payoff, donc la paye secondaire. Moi, je vois mon fils tout à l'heure, il a 4 ans, 3 ans et demi, et il a fait une crise. Parce que je sais pas, parce que son copain est parti de chez lui, donc il était vraiment en mode crise. Mon copain il part, Andy il part. Il a fait une crise, puis c'était l'heure des loups, il commençait à faire nuit, il a vraiment fait une crise. J'arrivais, il était en mode crise. Donc du coup, son petit frère qui a 4 mois s'est aussi mis en mode crise, donc c'était un petit peu waouh. Bref, donc du coup, je le prends dans les bras, on va dans la piscine. Ça l'a calmé, on a joué un petit peu, cool. Et ça, du coup, c'est voilà, son papa l'a consolé. Ou sa maman peut le consoler ou autre. Donc et quand on est enfant, on aime bien être consolé par nos parents, c'est cool. Donc c'est comme si voilà, je suis triste, mais après je suis consolé. On me fait un câlin, on me fait un bisou, on me serre dans les bras, et ton papa ou ta maman, ils te consolent. C'est cool. Ça fait du bien d'être consolé. Ça aussi, c'est un truc qui est primal, c'est dans nos gènes. Et donc, du coup, après, quand on est des grandes personnes, on est encore des grands enfants, et bien souvent, on va vouloir se plaindre ou faire en sorte que ça se passe mal pour nous parce que la paye secondaire, secondary payoff, ça sera de se faire réconforter par les gens, par ses proches, ses amis, ses collègues. Oh mon pauvre, oh là là, ah oui, oh là là, il t'est arrivé ça, oh tu t'es pris une amende, oh mon pauvre, t'as vraiment pas de chance, hein. Ouais, je sais. Ça nous rappelle qu'on se fait consoler par nos parents. Ouais, je sais. T'as pris une amende, c'est ta faute. T'es mal garé ou t'as conduit trop vite. Donc, pas la peine de te réconforter. C'est ta faute. Des fois, quand les choses, quand on a mal fait les choses, il faut qu'on se fasse recadrer ou qu'on nous le dise. Mais nous, on préfère se faire consoler. Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais, merci. Caresse-moi, s'il te plaît. Merci. La paix secondaire. On aime se faire réconforter. Donc voilà, maintenant, quand un truc se produit ou autre, c'est notre faute. Il y a tout le temps une part de responsabilité qui vient de nous. Si on s'est pris une amende, si on a eu un accident, si vous avez un employé qui part ou qui pose problème, c'est vous qui l'avez recruté. Si vous avez un locataire qui ne paye pas son loyer, c'est vous qui avez choisi le locataire. Il faut tout le temps apprendre. Moi, par exemple, je sais que en immobilier, il y avait une dame qui visite un de mes appartements, c'était il y a au moins 4-5 ans. Elle me dit, ne vous inquiétez pas pour le loyer, je le paierai. Et du coup, elle me dit, oh, c'est cool, elle me dit qu'elle a payé son loyer, c'est cool. Ok. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'au bout de quelques mois, elle ne payait plus. J'ai récupéré mon argent, c'est même la mairie qui a payé pour cette locataire-là. Donc la mairie m'a remboursé. Mais en fait, ma maman m'a toujours appris, mes parents ont toujours été locataires. Maintenant, ils ont investi dans une maison qui loue à la semaine en Guadeloupe, mais ils ont toujours été locataires. Et moi, du coup, c'était la priorité. Ils ont leur loyer, leur salaire, 1000 euros et 1000 euros. Mon père a gagné 1500 euros en fin de carrière, mais au début, c'était 1000 euros et 1000 euros. Ils ont toujours travaillé fort. 2 ouvriers. Mais on paye d'abord le loyer. On paye le loyer et on vit sur ce qui reste. Donc pour moi, c'est évident que quand tu loues un truc, tu payes ton loyer.
Voilà. Donc moi, jamais j'aurais dit à un propriétaire, vous inquiétez pas, votre loyer, je vais le payer. Parce que si c'est vrai, si tu penses vraiment ça, tu vas pas le dire en fait. Parce que c'est logique. C'est comme si là je me dis, hé là je respire de l'air. Maintenant tu te dis pas, tu le fais juste parce que c'est normal. Si tu dis, hé là je respire de l'air, c'est bizarre, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une attaque chimique ou c'est bizarre? Pourquoi il se vante de ça en fait? Qu'en fait, messieurs? Qu'en fait? Et donc voilà, pour moi c'était vraiment logique de. Voilà. Et donc maintenant, si quelqu'un me dit, un locataire, vous inquiétez pas, je paierai votre loyer, mais alerte rouge, next, toi je te prends pas. Si tu penses à ça, il y a un jour tu paieras. Sinon, c'est bizarre. Donc j'ai appris de cette erreur. Je n'ai pas fait oh là là, elle ne paye pas son loyer, bon, c'est sa faute. Non, c'est moi qui l'avais choisi. À l'époque, c'est moi qui faisais. Maintenant, voilà, ça a été, je l'ai mis en gestion. Cet appartement-là, ça tourne. Mais à l'époque, c'était ma faute. C'est moi qui l'avais choisi. Et au moins, j'ai appris quelque chose de cette leçon. Sixième et dernier piège de Know-It-All Trap. Le piège de je sais tout. Je sais tout. Voilà, moi je sors de l'école, j'ai fait des études, je sais tout. Ego, être un peu têtu. Moi je suis aussi têtu. Voilà, j'essaye d'apprendre tous les jours, j'apprends tous les jours. On fait beaucoup d'erreurs. Ah ok, bah, là j'ai fait de la merde, effectivement. On passe à la suite, on essaie de progresser. Et voilà, pas être dans le délire. Donc moi je sais tout, moi je sais tout. Voilà, souvent dans les commentaires vous allez voir des choses comme ça. Moi je sais tout, je sais tout. Voilà, donc attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Donc voilà, ce livre est vraiment passionnant parce qu'il y a plein de trucs. Tout à l'heure, j'avais vu une citation de Oprah Winfrey que je vais essayer de vous retrouver. Yes. Soyez content de ce que vous avez. Soyez content de ce que vous avez déjà. Que vous ayez une grosse maison ou pas. Soyez content de ce que vous avez. Et vous allez finir par en avoir encore plus. Sans même vraiment le rechercher. Parce que si vous restez concentré sur ce que vous n'avez pas, eh ben vous n'en aurez jamais assez. Vous n'en aurez jamais assez. Ça, c'est Oprah Winfrey qui avait dit ça. Autre point qu'on va voir, après je vais vous laisser parce que encore une fois je sais que votre temps c'est ce qu'on a de plus précieux. Là c'est un concept très très important. Donc c'est dans le chapitre 8 section 1. Donc asset-based living versus cash flow-based living. Donc vivre sur ses actifs plutôt que sur son revenu. Page 35, on va aller voir ça rapidement. Boom. Construire de la richesse requiert de vivre sur ses actifs. Très connue, cette notion de Robert Kiyosaki qui l'a beaucoup dit. Donc pour montrer la différence entre vivre sur des actifs et vivre sur votre revenu, voyons voir deux situations qui impliquent un gagnant du loto. Les deux gagnent $1 million, 1 million d'euros si vous voulez. Après taxe, ils ont 1 million d'euros net. La première personne va prendre le million d'euros sur les 10 ans. Ça fait 100 000 euros par an en revenu. Le gars ou la fille va se verser 100 000 euros par an. Boum, boum. Donc, allez, disons qu'avec, il va avoir un bump en revenu parce qu'imaginons qu'il ait mis ça sur un livret A. Bon, ce sera un peu trop comme montant, mais voilà, il a mis ça, il a placé ça un petit peu, on va dire, mais il bouffe le capital tous les mois. Donc, disons qu'il a 120 000 euros sur 10 ans, parce que l'argent travaille un peu, mais tous les ans, il puise dans le capital. Donc, 120 000 euros par an pendant 10 ans. Le gars, il vit bien. Il achète de belles voitures, une belle maison. Il loue une belle maison. Il est tranquille, il est relax. Belle vie, Morito, pendant 10 ans. Il ne travaille pas du tout. La vie est bonne, la vie est belle. Et ça, c'est jusqu'aux 10 ans. Dès que les 10 ans sont terminés, eh bien, il faut qu'il sorte de la maison parce qu'il ne peut plus la payer. Il faut qu'il vende la voiture parce qu'il ne peut plus payer les traites. Et il ne peut plus rien se permettre, en fait. Son argent d'avant, il ne peut plus se permettre. Et il doit retourner au boulot. Mais bon, au moins, il a une histoire à raconter. Le gars n'a plus rien. Il a vécu sur les revenus. La seconde personne va prendre le million d'euros et elle va l'investir en immobilier. Mais elle est assez conservative. Donc, elle va acheter 10 maisons, disons 10 appartements.
qui valent chacun 150 000 euros. Et elle va emprunter seulement 500 000 euros. Parce que du coup, ça va prendre 10 appartements à 150 000 euros. Ça fait 1,5 million. Elle n'a que 1 million. Donc, elle va emprunter les 500 000 euros d'écart. Donc, elle les loue pour une moyenne de 1 800 euros par mois. Bon, les chiffres sont un petit peu exagérés, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le délire. 1 800 euros par mois. Ça lui rapporte un revenu brut, pour celui qui demande si c'est de brut ou du net, un revenu brut de 18 000 euros, 18 000 euros par mois, 40% ou 7 200 euros par mois vont dans l'entretien, réparation, les impôts et les vacances locatives. Donc ça lui laisse 10 800 euros par mois. Elle doit payer les 500 000 euros de dette à un taux de 5% sur 15 ans. Donc ça lui coûte 4 000 euros par mois. Et donc, ça lui laisse 6 000 euros par mois pour vivre ou 72 000 euros par an en revenu net. Elle gagne 72 000 euros sur son capital, sur ses loyers, contre l'autre qui a 120 000 euros. C'est plus et qui vit la belle vie. Mais bon, voilà, elle vit quand même bien avec ces 72 000 $ qui proviennent de son capital. Elle décide même de faire des paiements en plus de 4 000 euros par an pour réduire son crédit. Bon, ça, c'est une connerie, je trouve. Donc, elle vit sur à peu près 5 500 euros par mois, à peu près 60% de ce que l'autre a tous les mois pour vivre. Donc, contrairement au gagnant du loto numéro 1, elle ne quitte pas son job. Elle ne change pas non plus sa vie, elle ne change pas de maison, pas tout de suite en tout cas. Elle ne change pas de voiture, pas tout de suite. Ça vient après. Les actifs d'abord, les jouets après. Actifs d'abord, les jouets après. J'ai commencé à investir en 2008. La Lambo est arrivée en 2018. Donc il y a beaucoup de rageux qui voient que la Lambo. Mais ils n'ont pas vu les 10 ans de soulevage de fonte. Je ne suis pas arrivé hier, je n'ai pas commencé à taffer hier, je n'ai pas gagné le tout hier. J'ai commencé à investir en 2008. La Lambo arrive en 2018. Voilà, ne soyez pas bêtes. Les actifs d'abord, les jouets après. Donc, elle continue, elle est dans son taf, elle apprend des nouveaux skills, donc des capacités, rénovation, agencement, relocation, comment gérer des biens immobiliers. Voilà, et donc en 10 ans, grâce à ces paiements du coup un petit peu anticipés, bon c'est une connerie, bref, en 10 ans, c'est juste pour se caler par rapport aux 10 ans de l'autre, qui avait que 10 ans de revenus. En 10 ans, elle rembourse les 500 000 $ qu'elle avait empruntés, et donc à la fin de ces mêmes 10 ans, elle a 10 appartements qui sont entièrement payés, remboursés, et qui ont pris en valeur 50 000 euros chacun. Donc les appartements, avant, elle les avait achetés 150, là, ils valent 200 chacun. Donc maintenant, son patrimoine, c'est 2 millions. 10 appartements à 200 000, elle a 2 millions d'euros de patrimoine, et ses revenus passifs qui proviennent donc de son capital, de ses appartements, de ses actifs, eh bien, augmentent parce que maintenant, elle n'a plus de crédit à rembourser. Donc elle gagne aujourd'hui, au bout de 10 ans, 144 000 euros de revenus annuels, mais ce n'est pas pour un an ou 10 ans, c'est pour le reste de sa vie. 144 000 euros à vie. Mais ça, c'est juste le début. Après, elle peut s'amuser et continuer à développer et arriver à 1 million annuel plus tard. C'est juste le début, une transition. Sauf que donc, voilà, elle est à 144 000 euros par an de rente qui provient de son capital et elle possède des actifs qui vont continuer à prendre de la valeur over time, dans le temps, alors que l'autre, le premier gars qui a vécu sur le cash flow, eh ben, pendant que l'autre jeune fille avait vécu sur ses actifs, ben, l'autre, il est retourné au boulot et voilà, il a une histoire à raconter. Il a vécu la grande vie pendant 10 ans. Donc voilà, très peu de nous gagnent la loterie. Ce qui explique, la plupart des gens vont recevoir un salaire à la fin du mois ou tous les 2 mois, ou ça dépend si vous êtes au Québec ou au Canada ou je sais pas, ou à Londres. Mais si vous passez le reste de votre vie à vivre sur vos fiches de paye, eh bien vous vivez sur votre cash flow. C'est comme la personne qui a divisé par 10 pour vivre sur 10 ans sur son cash flow, qui fait pendant 10 ans sans vraiment s'inquiéter du lendemain. Ben c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose.
Le délire, c'est que nous, voilà, on veut transformer cet argent-là, on veut investir, on veut emprunter et avoir l'effet de levier de la banque pour développer des actifs et vivre de plus en plus avec ces revenus qui proviennent des actifs. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer de la richesse et accélérer votre richesse. Plus tôt vous aurez du cash à investir, plus tôt vous allez apprendre comment l'investir, plus tôt vous allez pouvoir créer de la richesse. Voilà, easy. Acheter des actifs qui survivent à la plupart des marchés, haussiers, baissiers, avec un cash flow positif. Donc voilà. Vivre sur des actifs ou vivre sur du revenu, sur lequel des deux est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Encore une fois, pas la peine de quitter son job du jour au lendemain. Non, nous on veut investir en parallèle, créer des business en parallèle. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2008. J'ai commencé en 2008. Salut Jonathan. Non, Rémi, n'existe pas en français, malheureusement. J'ai commencé en 2008 et j'ai quitté mon job en 2010. J'ai pas quitté tout de suite. Non, j'ai créé en parallèle. Voilà. Toujours intéressant et passionnant de lire ce genre de bouquin. Il y a toujours des insights comme ça. Il y a plein d'autres insights. Mais ça, on en reparlera plus tard. Je vous reparlerai plus tard de ce bouquin. Donc voilà, j'ai ouvert hier les inscriptions avec mon équipe en pré-vente, super pré-vente à Quitter la Rat Race Live 2018 qui a lieu je crois le 20 et 21 octobre prochain. Donc voilà, la réponse hier a été ouf, merci à vous. Si vous êtes passé à l'action, 2 fois plus d'inscrits hier sur la première journée que l'année dernière, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a un tarif Early Bird. Cliquez sur le lien simplement qui se trouve ci-dessous, qlrr live.fr, quelque chose. Seconde chance, il est top, Rémi. Vous devez lire ce bouquin aussi. Donc voilà, Quitter la Rat Race Live, c'est 1 fois par an. Actuellement, c'est le tarif pré-vente Super Early Bird. C'est le meilleur tarif pour le séminaire. C'est un tarif qui me permet de limiter les risques et de remplir la salle aux frais de bouche. Break even. Donc voilà. Le séminaire me coûte un peu plus que 1,3 million d'euros à mettre en place. 3000 places que je voudrais remplir, que je vais remplir. Donc faites les maths. Actuellement, Early Bird 400 euros. 400 euros. Manuel, 400 euros, je ne peux pas les mettre. Mais voilà, mais essayez d'acheter un bouquin ou 2 pour compenser. Mais c'est bien de venir à un séminaire et de rencontrer des gens, et d'aller dans le mindset et de tisser un réseau, d'apprendre des choses. C'est un accélérateur. Donc 400 euros x 3000, ça fait 1,2 million d'euros. Donc je perds 100 000 euros là-dessus. Mais après, je ne suis pas bête. Je suis un entrepreneur, un investisseur. C'est pour ça que les 3000 billets ne seront pas vendus à ce prix-là. Là, c'est un early bird qui me permet de remplir la salle. Et après, simplement, je vais faire comme les avions, comme les compagnies aériennes. On a sécurisé 1500, 2000 places. Boum, je peux me permettre de vendre les 1000 places restantes plus chères pour compenser cette perte et ne pas avoir cette perte. Même si sur un événement, un séminaire, on ne gagne pas des masses d'argent. Encore une fois, voilà, la nourriture coûte très cher. Il y a la nourriture, il y a plein de cadeaux, les orateurs à faire venir parfois, la technique, l'écran LED. Donc voilà, on ne gagne pas d'argent en faisant des séminaires, en tout cas pas directement. Après, c'est tout ce qui va être découlé derrière, le branding, le positionnement, les partenariats, tout ça. Mais donc voilà, si vous voulez simplement participer à un de mes séminaires, eh bien c'est le meilleur séminaire que je propose, Quitter la Rat Race Live. Et là, c'est le meilleur prix auquel vous pourrez, salut Guilhem, avoir une place, 397 euros ou 4 fois 100 euros. Je comprends que ça peut être de l'argent pour certains. Je comprends que c'est une somme d'argent. Maintenant, le délire, c'est que c'est les frais de bouche, c'est ce que ça me coûte. Salut Alban, j'espère que tu vas bien. C'est ce que ça me coûte. Alban qui est venu, je crois, il y a 2 ans à Quitter la Rat Race Live, qui est de la Réunion et qui, lui, fait de la reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise, achat-revente. Alban, dis en commentaire ce que tu penses de Quitter la Rat Race Live. Je dis ça parce que je viens de voir qu'il vient de se connecter. Donc, je comprends que c'est une somme, mais débrouillez-vous pour emprunter ça auprès de vos proches ou autres. C'est une somme. Maintenant, un iPhone, c'est 1100 euros. Et les gens trouvent le moyen d'acheter un iPhone. Mais quand c'est pour investir sur eux, là, ils n'ont plus les moyens.
Ils ont plus les moyens. On va pouvoir, je sais pas moi, prendre un crédit pour s'acheter une voiture ou aller en vacances. Par contre, quand il faut claquer 400 € pour investir sur soi, là on peut plus. Là, j'ai pas les sous. Après, peut-être que effectivement, ça dépend de ta situation. C'est de l'argent, je suis d'accord. Mais moi, ce que je veux pas faire un séminaire à 50 € où on va aller dehors. Il n'y a pas de salle, pas d'éclairage, pas de chauffage. C'est en octobre, il fait froid. Il n'y a pas de bouffe. Vous allez manger un kebab à la pause, même si moi, j'aime manger un kebab de temps en temps. Hein. C'est cool. Mais c'est pas ce que je veux pour quitter la Trace Live. On est là ensemble dans la salle. On n'a pas à sortir pour aller manger. Non, on est là, on mange et on réseaute avec tout le monde. Tu te rends compte que le mec à côté de toi, qui est millionnaire, bah, il se tâche. Le gars, il mange, il se fait tomber la mayonnaise sur lui. Et tu te dis, putain, lui, c'est un boulet comme moi, en fait. Il est comme moi, le gars millionnaire, mais il se tâche, il s'est mis du ketchup. C'est un boulet aussi. Il peut faire des bêtises, le gars est humain. Comme moi. C'est là où tu te rends compte, waouh, c'est dans le réseautage. Du gros contenu lourd sur scène, des techniques et stratégies qui marchent, lourd, mais aussi le réseautage, les gens que vous allez rencontrer, les partenariats que vous allez pouvoir nouer, l'argent que vous allez pouvoir économiser grâce à eux. Vous allez trouver un entrepreneur, vous allez trouver une personne pour rénover votre appartement, vous allez trouver une personne qui va vous aider à trouver la bonne affaire, vous allez trouver une personne qui va pouvoir vous gérer vos biens, vous allez pouvoir trouver une personne qui va pouvoir vous monter un site web, gérer vos pubs sur Facebook, vous aider à vous lancer sur le dropshipping. Voilà, donc c'est ça vraiment qui importe. Donc voilà, c'est le meilleur tarif pour quitter la Rat Race Live qui est actuellement et ça sera retiré très tôt. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés à l'action. C'est le 6e séminaire quitter la Rat Race Live. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà venues les années d'avant qui se sont déjà réinscrits. Donc ça veut dire que c'est plutôt une bonne chose s'ils se réinscrivent. Donc voilà, merci à vous les amis, merci pour le temps, pour votre temps. Encore une fois, pensez à lire des bouquins un maximum. Donc là, on voit aussi de Wealth Can't Wait et Unscripted, le nouveau livre de MJ de Marco. On en reparlera bientôt dans des livres pour s'enrichir. Donc voilà, encore une fois, ce qu'on veut, c'est investir sur soi. Si vous trouvez que l'éducation, de manière générale, ou l'éducation financière coûte cher, essayez donc l'ignorance. Vous allez voir que ça coûte beaucoup plus cher, surtout sur toute votre vie. Sachant que si vous êtes de ma génération, vous allez vivre jusqu'à 120, 120 ans. Et que, donc voilà, pour nous, moi je suis né en 82, la retraite, il n'y en aura pas. Donc voilà. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance, vous allez voir que c'est bien plus cher. Merci à vous. Et si vous voulez venir me voir avec mon équipe à quitter la Trace Live les 20 et 21 octobre, cliquez sur le lien ci-dessous et vous pourrez bénéficier d'une place Early Bird pendant quelques jours seulement. Super pré-vente. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.